Bonjour Florence. Alors, je commencerai avec une question tout simple et une curiosité, je dirais presque basique. Et vous voulez nous raconter un peu votre rencontre avec la photo et les photographes? Comment vous avez commencé? Oui, en fait, je suis arrivée dans la photographie, j'allais dire, pas par accident, mais euh, j'ai fait des études. Effectivement, j'ai fait une maîtrise d'art plastique à Saint-Charles, donc c'est pas rien, mais pour les gens qui connaissent dans ce petit milieu-là, on l'appelle Saint-Charles parce que c'est une petite partie un petit bâtiment dans le 15e de cette grosse machine qu'est l'Université de Paris 1. Et en fait, je m'intéressais pas du tout à la photographie, je n'aimais que la peinture, mais vraiment que la peinture. On avait la possibilité d'étudier la photographie, mais c'était vraiment pas un médium qui me parlait. Et puis après, j'ai partagé la vie de quelqu'un qui était proche des photographes. La photographie en tant que médium et en tant que ne m'intéressait pas, enfin ne touchait pas. C'est pas que ça m'intéressait pas, ça ne me touchait pas. Et je suis arrivée à la photographie par les photographes, c'est-à-dire par les gens qui la pratiquaient. Et j'ai vu des gens, leur présence au monde m'a intéressée, leur façon d'être très ancrée et très en ouverture au monde, au réel, m'a vraiment touchée. Et c'est là que j'ai recommencé à regarder la photographie, donc euh, avec ce regard-là, avec cette approche-là, et c'est ça qui m'a touchée. C'est leur rapport au monde, à la curiosité, aux autres, au territoire, au paysage, qui n'est pas la même que celle d'un artiste plasticien qui travaille la peinture notamment. D'accord. Donc, Voilà. quelque sorte, les photographes, les rencontres que vous avez fait, ils ont un peu humanisé la photo, qui auparavant, vous voyez comme un médium un peu Oui, froid. qui me laisse froid. Alors c'est peut-être pour ça que du coup, en même temps, j'aime beaucoup les très beaux tirages, mais j'ai pas la même émotion sur le tirage, et donc peut-être que c'est pour ça que ça me gêne moins de travailler la photographie en projection, en accrochage dans l'espace public, donc où on n'est pas sur un tirage de grande qualité, sur d'autres choses qu'elle peut apporter que vraiment la qualité du grain, enfin de toutes ces choses-là qui, j'avoue, me bouleversent beaucoup plus avec la peinture, la touche du peintre, l'épaisseur, la brillance, enfin toutes ces choses-là me touche beaucoup plus sur le médium de la peinture. Très bien. Bon, alors, je le disais tout à l'heure en repassant en revue votre biographie, et vous avez travaillé pendant 12 ans pour le fonds photographique sous les patrimoines au ministère de la Culture. Alors, Patrimoine, oui, voilà, patrimoine, il faut bien spécifier, donc c'est les patrimoines terriers de la France. c'est ça, c'est le patrimoine bâti, Bâti, donc ouais. les bâtiments. Quand je dis les bâtiments, ça veut dire les très beaux bâtiments, ce qu'on appelle le monument historique, voilà, à tous les patrimoines, c'est-à-dire une petite maison qui n'a pas d'intérêt, apparemment comme ça, si ce n'est qu'elle constitue une histoire des hommes qui s'inscrivent dans un territoire, voilà, et qui font territoire. Donc, c'est un service d'études sur le patrimoine auquel j'étais rattachée, qui s'appelle l'Inventaire général, qui est aujourd'hui en région, mais à l'époque, quand je suis rentrée un petit peu complètement par hasard là-dedans, au départ pour une vacation de 2 mois, et puis j'y suis restée 12 ans. Donc voilà. C'est donc dans le ministère de la Culture, il y a ce qu'on appelle la création, et puis il y a le patrimoine, c'est un autre secteur, c'est vraiment deux domaines différents. Et donc j'étais là, donc j'étais pas avec une maîtrise d'art plastique, c'était assez incohérent avec mes études, donc c'était pas lié à ça. Mais j'ai découvert tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et alors ce service-là avait comme critère particulier d'étudier donc le patrimoine et d'avoir des équipes d'études composé d'historiens de l'art, d'architecture, d'urbanisme, etc., et de photographes. Et donc, ces espèces de binômes allaient sur le terrain et documentaient le territoire. Euh,
enfin, et documente, hein, ça existe toujours. Ça existe toujours. Euh, et donc, je suis arrivée là-dedans pour gérer, évidemment, cette photothèque. Alors, moi, j'étais sur la région Île-de-France. Hein, le ministère de la Culture, c'est un ministère décentralisé, donc en DRAC. Depuis, en plus, l'inventaire général n'est plus en DRAC, mais a été encore plus déconcentré aux régions. Mais à l'époque, c'était en DRAC. Peut-être pour décrypter les DRAC, il est… Direction régionale des affaires culturelles. Voilà. C'est-à-dire que le ministère de la Culture, il a des administrations centrales qui coordonnent les actions de chaque entité. Dans chaque région, il y a une DRAC qui est donc sous tutelle de l'État et non pas de la région, hein, administrativement, politiquement, etc. C'est pas les mêmes échelons. Et donc, c'est la présence de l'État en région. En tout cas, pour les sujets culturels, c'est les DRAC qui sont là. Donc, moi, j'étais sur une région particulière qui est la région Île-de-France. C'est une région particulière en France, dans tous les secteurs de la culture, mais voilà. La photo, elle était utilisée comment? C'est-à-dire, vous étiez au centre en fait de cette action, puisque vous parliez des archives. Comment elle est conçue l'exploitation de tous ce matériel qui arrive donc, En fait, voilà, les photographes qui documentent, qui vont prendre des photographies du territoire, c'est un service qui est assez jeune, hein, qui a été créé en 1964 par Malraux et André Chastel. Donc, c'est un service récent, hein, contrairement au monument historique qui est Prosper Mérimée, enfin voilà, qui est un service beaucoup plus ancien. Et c'est un service qui n'a pas de mission, comme les monuments historiques, c'est une mission de loi, c'est une mission de protection du patrimoine et ça oblige des choses. L'inventaire, non, c'est juste un service de recherche, c'est un service d'étude. Donc, ce sont des chercheurs. Et les photographes sont considérés comme des chercheurs. Et ça, je trouve que c'est une mission formidable de dire que participe à la connaissance du monde. La photographie est un langage de connaissance. Ça, c'est quelque chose qui m'a touchée, qui m'a passionnée. Et donc, ces photographes qui documentent le patrimoine, le territoire, donc, en binôme avec des historiens de l'art, constituent de la documentation. Donc, leur documentation à eux, ce sont des photographies. La documentation des historiens de l'art, ça va être des notices descriptifs, des textes. Et la documentation des photographes, ce sont des photographies. Donc, il y a une photothèque de fait. Cette photothèque, voilà, c'était ma mission, c'était de m'occuper de cette photothèque. Et ça a été passionnant parce qu'en plus, ça a été des périodes, moi je suis rentrée en 1992, je suis partie en 2004. Et donc, pendant ces 12 ans, est apparu Internet. C'est-à-dire que je suis rentrée pour informatiser la photothèque, hein, puisque c'était vraiment des hectares dans des chambres froides, enfin voilà, des choses comme ça. Et des registres noirs, papier, qui indexaient les photographies. Et donc, il a fallu mettre ça d'abord sur des bases de données Minitel. Et les photos n'étaient à ce moment-là, c'était juste les indexations, c'est-à-dire les grands registres manuscrits qui d'un seul coup permettaient de les interroger. Et ensuite, il y a eu les plans de numérisation, c'est-à-dire que les photos ont pu être numérisées. On n'est même pas encore aux appareils photo numériques. Hein, voilà. Et donc, et en plus, ces fonds documentaires sont devenus accessibles au public puisqu'on a pu les mettre, d'abord c'était sur Minitel, mais après sur Internet, quand les photos ont pu être numérisées. Et en plus, le ministère de la Culture s'est dit, c'était les débuts d'Internet, hein, s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur Internet comme image? Eh bien, on va mettre les photographies qui parlent de la France, c'est-à-dire qui documentent la France. Puisque finalement, ces missions d'inventaire, c'était de photographier la France, le territoire français, les habitations, les modes de, enfin tout ça, les modes de vie, les commerces, les usines, les routes, les ronds-points, enfin tout ce qu'on veut, voilà, qui est bâti en France. Et d'un seul coup, donc ça permettait de donner au monde entier un paysage, une image numérisée de cette France, de ces paysages français, de ce territoire français. De loin voilà. Donc c'était une aventure passionnante parce qu'aujourd'hui ça nous paraît naturel de voir une image sur Internet ou de voir comment on y accède, mais à l'époque, comment on va interroger les images, comment on va les trouver, qu'est-ce qu'on montre, comment on le montre. Enfin, c'était une grande aventure d'innovation. Oui, tout à fait. C'est assez passionnant d'ailleurs parce qu'en fait, si je comprends bien,
vous étiez responsable, en quelque sorte, de l'image de la France, au moins de l'île de France, auprès des navigateurs, hein, des internautes qui regardaient donc ces images accessibles Alors, il online. y avait ça, mais il y avait surtout comment on le montre, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce que ça veut dire de montrer sur Internet, qu'est-ce que c'est Internet, enfin, beaucoup de choses comme ça. Et puis alors, pour revenir à la photographie, finalement, c'est une approche de l'utilisation documentaire de la photographie. Bien sûr. C'est-à-dire que la photographie, c'est pas des photos. Voilà, je disais, les photographes que j'ai rencontrés par ma vie personnelle, par mon conjoint, c'était des photojournalistes. Moi, je venais d'une école d'art plastique, d'art visuel, donc j'avais cette sensibilité artistique. Et puis là, j'étais dans une autre dimension de la photographie, qui est la photographie documentaire, qui est plus proche. C'est des photographies d'auteur, hein, même s'ils s'effacent derrière une mission de service public de documentation de la France. Donc, voilà, la notion d'auteur, la notion de beaucoup de choses comme ça. En fait, le fait est que mon parcours, en fait, questionne ces trois aspects de la photographie. Mais c'est un parcours indépendant. C'est pas seulement des parcours de choix professionnels, c'est des parcours de vie. C'est les hasards de la vie qu'on rentre pour 2 mois dans une vacation, puis on découvre ce que ça veut dire que documenter la France, que ça veut dire qu'une photographie comme expression documentaire et de connaissance du territoire, des choses comme ça qui sont encore d'autres soucis que ceux du photojournalisme, qui sont plus dans un témoignage, dans d'autres choses comme ça. Et puis celle des artistes qui est plus dans une expression et dans une sublimation ou une expression du monde autre. Mais voilà, donc tout ça, c'est de la photographie. Tout ça, c'est avec la photographie. Alors, justement, on y arrive parce que vous avez parlé de l'aspect documentaire de la mission donc, de ces photographes au ministère de la Culture. Vous avez parlé des photojournalistes, qui est une sorte de photographie documentaire, mais interprétée aussi, où justement on véhicule des informations. Et vous avez parlé des artistes qui évoquent des atmosphères et surtout qui mettent en compte leur propre vision du monde. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous demander, puisque depuis 2017, comme j'ai dit, vous collaborez avec l'orchestre de Bretagne, dans une mission, vous êtes commissaire dans une mission assez particulière, si j'ai bien compris. Vous mettez en relation donc un travail photographique avec une œuvre musicale. Comment vous êtes arrivé là? Comment vous êtes arrivé à conjuguer les deux choses? Mais en fait, je pense que je suis quelqu'un assez curieux des opportunités de la vie, comme ça, des rencontres dans la vie. Et donc, certainement, j'avais une sensibilité à la musique personnelle. Hein, voilà, la musique est un… Et je n'ai jamais appris un instrument de musique, même si j'ai beaucoup voulu pendant mon enfance et mon adolescence. Mais voilà, par ma famille, ça ne s'est pas fait. Donc c'est pas très grave. Mais j'aime beaucoup la musique. C'est un moyen d'expression qui me touche énormément. En fait, à chaque fois que c'est opéré, la possibilité de faire s'exprimer un médium en dialogue avec un autre médium artistique, pourquoi pas. Et en fait, il y a une rencontre, ce qui s'est passé avec l'Orchestre national de Bretagne, c'est une rencontre au départ à l'Agassiou où je présentais, j'avais déjà travaillé sur des projets où il y avait du montage de photographies, de la bande son, de la musique, enfin des choses comme ça. J'ai présenté à l'Agassi un programme fait par 2 photographes qui étaient partis dans un projet et je les avais épaulés dans ce projet en les programmant à l'Agassi. Ils étaient partis en résidence à Ouessant. Il y en a un qui travaille beaucoup avec les musiciens et donc, il avait monté cette bande-son, enfin voilà, et on avait projeté ce programme-là dans une salle à l'époque que j'avais réussi à monter à l'Agassi, qui était une salle où on projetait des œuvres. Est-ce que je peux faire voir, Oui, pendant que vous parliez, des photos justement de… oui, alors ça, c'est après un autre. Ce qu'on va voir, ça va être justement ce qu'on a fait avec l'orchestre. Donc, on s'est rencontré avec le directeur de l'orchestre à ce moment-là, parce qu'il avait repéré, il était venu à l'Agassi, hein, c'est l'Orchestre national
national de Bretagne, Marc Feldman, il s'appelle, il était venu à l'Agacie, voilà, comme un visiteur, comme beaucoup de gens. Il a été interpellé par 2 travaux, et notamment un travail, cette série qui était présentée dans la salle dite vidéo de l'époque. Elle n'existe plus maintenant, hein, mais à l'époque, j'en avais une. Et il a demandé à rencontrer les artistes. Et puis on lui a dit, ah, mais ça, c'est le truc un peu bizarre, c'est Florence. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on s'est parlé. Et tout de suite, ça m'a intéressée, quelqu'un qui venait de la musique, moi, étant extrêmement ouvert justement au dialogue, aux échanges, avec les médiums artistiques, enfin avec tout ça, tous ces genres d'aventures. Donc, j'étais super intéressée qu'un musicien s'intéresse à ce projet, et on avait des choses à se dire. Et puis ensuite, on a continué à converser, et voilà, et on est parti, on s'est embarqué dans les projets, et on collabore ensemble depuis 2017 maintenant. Ouais. Et donc, vous avez Et petit à petit, on a construit un projet spécifique à l'Orchestre national de Bretagne. On a construit vraiment un projet musique et images. Voilà, chaque orchestre a ses petites choses qui développent un petit peu. L'Orchestre national de Bretagne a développé pas uniquement ce projet, mais notamment celui-là. D'abord parce que son directeur est sensible à la photographie, mais aussi, voilà, aussi cette rencontre fait que cette entente-là, et on a envie de développer ce projet. Donc, on a un programme sur plusieurs années. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il vous vient donc à l'esprit de conjuguer le travail d'une œuvre photographique avec de la musique? Comment ça arrive, ce match? Comment ça se fait dans votre tête? Alors déjà, nous, on s'entend très très bien avec le directeur de l'orchestre. Je veux dire, on s'entend bien artistiquement. Donc, on se parle, et on parle de choses qu'on a envie de faire, et on se montre du travail, on se montre, on se parle avec des mots, on se parle des fois, on parle d'atmosphère de froid, des mots de français, enfin normaux, et puis on arrive à faire connecter des choses. Et puis il me fait écouter il m'envoie de temps en temps une musique, et moi de temps en temps je lui monte un travail photographique. Puis on trouve les associations qui vont bien, et ensuite on propose aux artistes de les mettre en dialogue. Alors il y a plusieurs schémas. Il y a le schéma de mettre 2 œuvres du patrimoine, ça c'est nous tout seuls en fait finalement, parce que les artistes ne sont plus vivants. Ensuite il y a le schéma où on met une œuvre du patrimoine et un artiste vivant. Par exemple, ça peut être un photo. Alors, je crois que je ne suis pas sûre d'avoir envoyé une photo d'Anita Conti. Alors, voilà. je vais partager l'écran. Donc, je pense que vous tous, vous voyez les photos. Vous les voyez? Alors là, par exemple, typiquement, c'est un quintet. Hein, donc, c'est un quintet qui joue une œuvre de Jean Cras. Donc, c'est un compositeur breton contemporain de Debussy. Et c'est une photographe vivante qui s'appelle Irène Jonas qu'on a associée sur ce répertoire-là. Donc je lui ai fait beaucoup écouter la musique, et ça c'est une musique qui existe, hein, qui est enregistrée puisque c'est un Jean Cras. Alors pas forcément dans l'interprétation de l'orchestre avant la création, mais elle peut en trouver des enregistrements, et donc écouter l'œuvre. Et du coup, choisir ses photographies et choisir un rythme de monstration des photographies. J'ai mis ces photos parce que je voulais montrer le dispositif. On est dans le spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vidéo avec une projection. C'est ça l'originalité. Voilà. On est dans le temps du spectacle vivant. Donc là, c'est à l'Opéra de Rennes. C'est un quintet, donc il y a 5 musiciens. Et voilà, là c'est pour voir un petit peu comment se répartit l'écran avec les musiciens devant. Et donc, les images sont projetées pendant que les musiciens jouent en live. Comme ça. Là, c'est Anita Conti. Et là, c'était un compositeur contemporain. Donc là, c'est une démarche inverse. C'est-à-dire qu'on est parti du répertoire du travail photographique d'Anita Conti, de l'œuvre d'Anita Conti. Le compositeur qui s'appelle Benoît Menut a composé une symphonie en s'inspirant de ses photographies, aussi de ses récits parce qu'elle a beaucoup écrit, et puis aussi en parlant ensemble. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment un compositeur qui a travaillé sur une œuvre photographique.
Et alors, les compositeurs, c'est vous qui allez le choisir? C'est l'orchestre. Alors, nous, on se parle beaucoup avec. On a vraiment on crée nous-mêmes. Il y a deux niveaux de duo, si on peut dire. Il y a le duo des artistes et puis il y a le duo des curateurs ou des directeurs artistiques. Et l'entente qu'on a avec le directeur de l'orchestre est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui m'est très, très précieux parce qu'on s'entend très bien artistiquement. Et moi, jamais j'irai choisir, enfin, je ne vais pas choisir les musiciens et lui ne va pas choisir les photographes. Mais on se parle tellement bien qu'on arrive toujours à être dans quelque chose d'extrêmement harmonieux. En fait, si j'ai bien compris, vous parlez d'atmosphère. Vous racontez l'atmosphère d'un travail, d'une œuvre comme celle d'Anita Conti, qui tient. Enfin, Anita Conti, c'est une grande photographe, océanographe, qui a voyagé dans les mers de toute la planète, pratiquement, une aventurière. Et vous, donc, vous investissez votre partenaire artistique en lui racontant des atmosphères de ce travail. Tout à fait, ouais. Vous partagez la vision du travail, des photos. Et voilà, on lui montre des photographies, on lui raconte exactement son travail photographique, on lui montre aussi des photographies, on réfléchit en termes de rythme, on travaille beaucoup comme ça. Donc sur Anita Conti, moi je suis beaucoup intervenue. Sur d'autres, après on a dans ce concert-là, donc là on est en format orchestre symphonique, hein, on voit le chef d'orchestre en bas et on voit 55 musiciens sur scène. Donc on a un écran, on a essayé de répartir parce qu'il y a le travail musique et image qui doit aller ensemble, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on monte sur une scène, c'est-à-dire une espèce de mise en scène. L'idée étant qu'il y ait une égalité de présence, un équilibre parfait entre l'image et la musique. Il n'y a pas un qui illustre l'autre. C'est pas une image décorative qui illustre, qui fait fond de scène pour un orchestre, et c'est pas non plus une bande sonore qui agrémente un diaporama. C'est vraiment quelque chose de très, très équilibré et c'est ce à quoi on tient beaucoup pendant ce temps du spectacle vivant. Donc là, c'est Stéphane Lavoué. Stéphane Lavoué, là, c'est au contraire, la chose est venue dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est le directeur de l'orchestre qui me parle de Benjamin Britten, qui me raconte ce projet de Benjamin Britten. Donc, Britten, évidemment, moi, je vais aussi regarder, me documenter sur ce que c'est, mais j'ai beaucoup parlé avec le directeur de l'orchestre et encore plus sur Britten en particulier, avec le chef d'orchestre qui est gallois et donc, voilà, qui m'a parlé, lui, beaucoup du froid, de toutes les atmosphères de l'œuvre de Britten, mais aussi, j'allais dire, du climat, enfin, de toutes ces données-là. Et avec ça, évidemment, je suis venue lui proposer Stéphane Lavoué. Alors, il faudrait voir le montage parce qu'il y a plein d'anecdotes et puis on peut en parler en détail, mais c'est vrai qu'il y a un moment, il a réagi à certains portraits, donc je lui ai mis tout seul le portrait en face sur certains moments de la musique. Enfin, après, il y a tout le travail du montage qui est vraiment un travail incroyable. Voilà. Vous produisez combien de spectacles, enfin, avant la pandémie, évidemment, et j'espère que ça va recommencer très bientôt, mais c'est sous l'ordre de quoi? 1 ou 2 spectacles par an, au plus, au moins? Alors, pour le spectacle, oui, on est parti sur un programme où on en fait un par an. On fait une création par an. Oui. Donc là, voilà, on voit tout à fait l'image de Stéphane. Et puis le chef d'orchestre, c'est vraiment une espèce d'éblouissement comme ça. Et c'est des atmosphères magiques. Donc on est parti sur une création par an, donc on a une création 2022 en avril 2022, on en a une autre en 2023, voilà, on y travaille beaucoup sur la création 2022. Alors on travaille sur le thème de la mer plutôt, on s'est donné un thème commun qui parle aux musiciens et qui parle aussi aux photographes. Le travail d'Irène Jonas avec le Jean Cras était aussi sur le thème de la mer, mais on est dans le quintet, on est dans une atmosphère de musique beaucoup plus douce, beaucoup plus chaleureuse, parce que la mer, c'est pas que les tempêtes, c'est aussi quelque chose qui peut être très, très doux et très familial et très apaisant. Sur le Stéphane Lavoué Britten, là, on est vraiment dans ce territoire-là. Et on va avoir donc la création pour 2022, c'est Nicolas Floch, le photographe, qui travaille avec un compositeur japonais contemporain qui s'appelle Dai Fujikura. Donc là, on a 2 artistes contemporains qui créent ensemble. Donc là, c'est encore une nouvelle aventure incroyable et magique à suivre. Donc en fait,
voilà, on organise pour l'instant, l'idée était d'organiser des rendez-vous, mais avec la pandémie, on est un peu chacun coincé chez soi, mais on organise des Skype à 4. Oui. Et on se parle. Et donc, enfin, on se parle, les artistes se parlent. Et moi, je suis juste là pour les faire se parler, les faire trouver des points de rencontre, les faire, les mettre ensemble, se parler, travailler, regarder, l'un regarde les images de l'autre, l'autre écoute des musiques de l'autre. Et on assiste à tout ça. Et en fait, j'ai l'impression de faire mijoter un plat et de veiller à ce que voilà, ça mijote bien. Et donc ça va être la prochaine création. Ça va être, Stéphane Avoué va aussi travailler avec une compositrice québécoise. Ça, c'est le programme pour 2023, avec une compositrice contemporaine. Et le challenge, donc québécoise, et le challenge, c'est qu'on va avoir des chanteuses inuites et des chanteuses bretonnes traditionnelles. Donc voilà, donc c'est le cahier des charges qu'on leur donne. Voilà, on a les deux artistes, ils ont chacun leur répertoire, leur style, leurs écritures, c'est-à-dire Stéphane Lavoué et Katia Magdissi Warren, la québécoise. Allez-y, parlez-vous, exprimez-vous ensemble, racontez une histoire. Et ce qu'on leur a donné comme fil, c'est ces chanteuses traditionnelles. Et donc voilà, ils vont commencer l'écriture là bientôt. très bien, très bien. Alors, Voilà. les prochains spectacles, là, ça va être en septembre, vous avez dit. Il est prévu pour septembre? Non, alors la création, la création 2022 d'Aifujikura Nicolas Floch. Ah, 2022, pardon, j'avais compris. Voilà, là, on a un instrument avant qui est la flûte shakuhachi. C'est une flûte traditionnelle, ça va être un concerto pour flûte shakuhachi. Donc, on a cette notion de vent. Enfin, voilà, on est sur des choses comme ça. Ce sera en avril 2022. Avril 2022. En octobre, on a une autre présentation, mais qui rentre dans un autre cadre, mais finalement, je vais le créer. C'est un répertoire un peu différent. Enfin, je vais en parler juste après. On rejoue en novembre, le 9 novembre de mémoire, les 40e rugissants, donc le Anita Conti et Stéphane Lavoué, Anita Conti, Benoît Menut et Stéphane Lavoué et Benjamin Britten à Lorient, qui est la ville d'Anita Conti au Théâtre National de Lorient. Donc ça, c'est du format orchestre symphonique. Et en octobre, à Rennes, ce sera l'opéra. On va présenter quelque chose qu'en fait, on aurait dû créer au musée Guimet, qui m'a donc sollicité à l'occasion de l'ouverture de l'exposition qui devait ouvrir en avril dernier, donc il y a un an, qui m'a sollicité pour un programme associé à l'auditorium, parce que j'ai une activité aussi de conférences, de rencontres. Et, et donc, je leur ai concocté un programme sur tout un week-end avec un concert. Et le concert, bon, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a des raisons artistiques, enfin, il y a les raisons artistiques, toutes les raisons, les contraintes techniques ou les contraintes, voilà, nourrissent l'artistique. Évidemment, le projet artistique. Enfin, moi, j'envisage les choses comme ça. Et donc, c'est un pianiste de jazz, enfin, et de classique, mais voilà, qui compose aussi des œuvres contemporaines pour orchestre symphonique. Mais là, en l'occurrence, ça va être il va faire une prestation en solo en jazz qui s'appelle Baptiste Trottignon, que j'ai sollicité pour venir voilà, travailler avec l'œuvre de Marc Ribou. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais pensé à lui. Voilà, je ne fais pas seulement une invitation à faire un concert, j'explique mon choix à l'artiste. Donc, ça veut dire qu'il peut, bien sûr, il répond oui ou non, mais Vous il, connaissez le travail de Marc Ribot? oui, 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 oui. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi Baptiste Trottignon. J'ai beaucoup réfléchi à quel style d'artiste je voulais. Je voulais une seule personne sur scène. Enfin, pour certaines raisons, je voulais quelque chose comme ça. Je voulais quelqu'un qui joue son répertoire aussi à lui et pas un autre répertoire. Donc, qui puisse travailler aussi en impro. Enfin bon. Et j'ai choisi Baptiste Trottignon pour les voyages, pour les rencontres, pour le flower power. Enfin, je lui ai donné des arguments comme ça. Ça veut dire que j'attends de lui, enfin, que s'il répond ah oui, ça m'intéresse parce que c'est ça et ça qu'on a lu en moi, c'est ça qui va faire la connexion entre les deux.
Très bien. Donc voilà. Et ça, finalement, ça a été annulé, réannulé, reporté. Enfin bon. Et Ah, il faut avoir de la patience, donc ce sera en octobre. Ouais, ouais, ouais. très bien. Voilà. Alors, dans ces programmes-là, en fait, c'est vrai qu'on travaille sur plusieurs formats. On travaille sur 3 temps. Il y a le temps de la création, de ce qu'on fait avec l'œuvre, donc les artistes au travail ou les artistes à l'écriture du scénario, de l'histoire qu'ils vont raconter avec la musique. Hein. C'est un peu un autre exercice que il faut qu'ils pensent rythme, il faut qu'ils pensent volume, il faut qu'ils pensent beaucoup d'autres choses que voilà, mais pourquoi pas narration aussi. Certaines musiques se prêtent à des fils narratifs. Euh, et, euh, et puis, il y a le temps du concert qui est un temps incroyable, qui est un temps de création du spectacle vivant. C'est une dimension qu'on ne soupçonne pas tant que ça dans les arts visuels. Le temps du concert, le temps du spectacle vivant. Et puis ensuite, on fait une captation sonore, parfois audiovisuelle, enfin je veux dire parfois aussi on filme le concert, mais c'est pas toujours évident, c'est assez difficile de filmer un concert. D'abord, c'est des énormes budgets, et c'est très, très compliqué à faire, surtout des formats orchestre symphonique. Mais en tout cas, on fait des captations sonores, c'est ce qui s'est passé avec l'orchestre. Et ensuite, on peut repartir dans un autre champ qui est le champ des arts visuels, puisqu'on peut faire des installations. Bien sûr, On a l'enregistrement sonore, et d'un seul coup, on peut passer encore à une autre dimension. Donc, en fait, avec ces collaborations, on part sur des projets qui sont vraiment comme ça. Et c'est passionnant parce qu'on travaille sur un projet sur plusieurs formats. Et donc, c'est un compagnonnage en profondeur, c'est un compagnonnage de long terme. Et ça crée des choses assez fortes, franchement. ouais. Ouais. Eh ben justement, pour parler d'une autre dimension qui fait partie aussi de votre travail, c'est la dimension extérieure. Donc, vous êtes responsable quand même, chargé d'un festival qui se fait à l'extérieur et qui est à l'extérieur, à Baden en Autriche. Vous avez acquis toute cette expérience en Bretagne avec la Gacilly, comme j'ai dit, pendant 11 ans. Pouvez-vous nous parler du rapport, des frictions, comment on peut profiter d'une œuvre photographique à l'extérieur? Est-ce que c'est les mêmes rapports à l'image qu'on peut avoir quand on s'achemine dans un silence un peu religieux d'une galerie ou d'un musée face à une œuvre photographique? Et s'il y a des différences, parce qu'il y en a, selon vous, sont gérables, c'est une autre dimension pour les spectateurs. Comment vous interprétez les rapports de l'observateur à la photo en extérieur? Alors, en extérieur, il y a plusieurs choses, mais en fait, c'est un petit peu la même histoire qu'avec la musique. C'est-à-dire qu'on a un corpus, on a une série de photographies. Hein, prenons un auteur qui a travaillé sur une série. Donc, on a toutes sortes d'images. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces images? Et la façon dont on les montre va leur donner un sens différent. Je vais partager l'écran et je vais partager avec les photos justement du bas. Alors, voilà. Donc, ce qu'il y a d'abord dans l'extérieur, mais on va parler de toutes ces notions-là. Il y a l'accrochage en extérieur, donc la rencontre avec l'espace naturel, ou l'espace, même s'il est construit, mais l'espace tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on ne lui construit pas grand-chose, on ne lui construit que des supports d'accrochage, mais il y a un dialogue qui se fait avec l'endroit où on accroche. Donc ici, on est à l'Agacie. En fait, donc l'Agacie, je suis arrivée en 2007 pour faire l'édition 2018. J'ai fait 2008 pardon, à 2018, hein, donc ça fait 11 éditions à l'Agacie en Bretagne. Et puis, quand s'est créé le projet en Autriche, dans la ville de Baden, ou Baden by Wien, qui veut dire donc Baden près de Vienne, enfin si on traduit littéralement, donc, en fait, le festival m'a confié la mission de faire l'adaptation de l'Agassi à Baden
Donc, Ils ont les mêmes caractéristiques, plus ou moins. voilà. Alors, le cahier des charges est très, mais moi j'adore les cahiers des charges parce que c'est comme en musique ou comme en, voilà, ça donne des choses, c'est ce qui nourrit l'imaginaire et ce qui conduit, ce qui oriente le projet, le sens du projet. Donc là, on est à l'Agassi en 2017. C'est là où le directeur, celui qui deviendra le directeur de Baden et le maire de Baden découvrent cette édition et choisissent de la créer, de le réaccrocher un an après à Baden. Donc, dans le cahier des charges, il faut que je réaccroche toute l'Agassi, c'est-à-dire toute la programmation de l'Agassi. L'Agassi, ce n'est pas seulement une exposition dans l'espace public, c'est une programmation. C'est-à-dire c'est un ensemble de 20 à 30 expositions et qui, toutes entre elles, articulées, racontent un propos, sont éditorialisées. L'éditorialisation d'une édition dans un festival, elle est telle que l'Agassi ou telle que Baden, elle est double, elle se lit dans le sommaire, c'est-à-dire le choix des sujets, des auteurs, des écritures photographiques, et elle est dans le parcours, c'est-à-dire la déambulation dans l'espace. Elle se lit dans les deux axes. Là, par exemple, on voit l'édition, je pense, 2018. Ça, c'est l'édition 2017 à l'Agassi. Donc là, on est en Bretagne, on reconnaît la pierre de granit, on reconnaît, enfin voilà. Et donc ça, c'est Aïda Moulounet. Je reviendrai après sur le fait que Baden a commencé avec un spécial Afrique. À l'Agassi, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un village en Bretagne. C'est un village ou un bourg, on appelle ça, une petite ville de aujourd'hui 4000 habitants, 2200 avant, 4000 aujourd'hui. Et donc en Bretagne, dans le Morbihan intérieur, hein, donc voilà, très vert. Et donc on est dans ce village et dans les espaces du village. Donc là, c'est un espace qui s'appelle le Végétarium, donc où on présentait cette expo-là. Et ensuite, un an après, donc ça va être la photographie d'après, là, vous êtes dans la ville de Baden, donc on voit l'architecture est quand même complètement différente. J'ai envie de dire, on voit la plantation des rosiers devant est complètement différente. Voilà, donc, et on est avec les mêmes images. Alors, on n'a pas les cubes là devant, mais il y a les cubes aussi. Là, c'était le pré-accrochage, enfin le tout début de l'accrochage. Mais voilà, on a exactement le même triptyque qu'on remet dans un endroit autre. Donc, ce challenge-là, il est incroyable. Mais ce qu'il y a aussi dans le cahier des charges de l'Agassi, c'est qu'il faut tout réaccrocher. C'est-à-dire qu'il faut réaccrocher toutes les expos du sommaire. Ce n'est pas seulement celles qui sont bien à Baden ou celles qui vont bien. C'est toutes, il faut leur trouver une place. Et donc, il a fallu recréer un cheminement dans la ville. Savoir où, les premières fois où je suis allée là-bas, c'est évidemment en plus dans les mois un peu ingrats, hein, c'est-à-dire c'est l'hiver, vous voyez, novembre, décembre, janvier, quand il n'y a pas une feuille aux arbres, quand c'est bien gadouilleux, quand il n'y a aucune fleur, enfin voilà, c'est un peu triste. Et donc, on marche dans une ville où il faut, et dans des jardins de cette ville, où il faut imaginer des endroits où on va pouvoir installer des expositions, mais pas seulement ça. Alors ça, c'est toujours l'orangerie, c'est l'année d'après, enfin c'est l'année dernière, ça c'est l'édition 2020. Donc, pour montrer que, voilà, on change les photos, mais on reste dans une atmosphère. Ouais. Voilà, là, c'était le spécial Russie, donc c'est Prokhoudine Gorski. Et puis, celle d'après, ça va être, c'est un peu un teasing, mais ça va être toujours au même endroit, donc à l'Orangerie, voilà. L'exposition 2021 qui va s'ouvrir. Donc là, c'est un photomontage, hein, mais on imagine celles qui seront là. Donc c'est vrai que cet endroit est très fort et très caractéristique. L'Orangerie, c'est au milieu d'un grand jardin, c'est un endroit assez monumental et central qui marque le ton de la thématique du festival. Donc là, on sera dans Viva Latina. Donc voilà, on va présenter ça qui plante tout de suite un décor. Est-ce que dans votre travail, vous vous aidez avec des renderings, c'est-à-dire avec des images, des synthèses qui, pour voir si les images collent au lieu? Parce que ma curiosité, c'est ça. Comment vous choisissez un travail? Et en plus, vous avez des obligations parce que c'est les mêmes travaux, si j'ai bien compris, qui transitent de Bretagne jusqu'en Autriche. Comment vous arrivez à choisir, à sentir un peu l'esprit d'un travail qui peut vraiment marcher avec un lieu? Alors ça, c'est vraiment ma spécificité.
Ouais. mon expérience ou mon expertise, ou voilà, on a chacun des petits domaines d'expertise dans nos métiers, des savoir-faire. Voilà, ça c'est quelque chose, effectivement, quand je suis arrivée à Baden la première fois, j'ai beaucoup marché. Je demandais beaucoup à marcher parce qu'on voulait être beaucoup aux petits soins avec moi et m'emmener partout. Et j'ai beaucoup demandé à passer du temps seul et à marcher seul dans la ville, dans les jardins, pour sentir les lieux, parce qu'il fallait que je dise, là on peut mettre des photographies, là non ça rime à rien, là ça, enfin voilà, où on va mettre, parce qu'on arrive dans des choses qui ressemblent plus à un espèce de terrain vague ou à une rue qui a un non-sens. Et donc, où est-ce qu'on va pouvoir déjà créer des espaces d'exposition? Et non seulement pour que chaque espace soit signifiant et fasse dialogue avec la photographie et fasse sens, mais aussi pour que ça fasse un parcours. Il y a des endroits qui sont très jolis. Et en fait, par exemple, plein d'endroits où il y a la roseraie au milieu, donc on se dit c'est des roses, c'est magnifique et tout, et où j'ai refusé de mettre des choses. Il y a un petit pont, c'est charmant à Baden, et j'ai dit non, là on met rien. Là, il faut qu'on fasse des respirations, et il faut, en plus on arrive, on met les photos pour 4 mois, et il faut que les gens ça fasse pas de la pollution, que ça fasse pas comme des choses où il y a trop de choses, il y a trop, vous savez, comme les desserts je sais pas, où on vous met du chocolat plus de la chantilly plus du machin plus du truc, c'est trop. On a envie juste d'une chose et voilà. Et donc Ouais. là c'est un peu pareil. Il y a des moments où j'ai dit non non non, là l'endroit il est très joli et on le laisse comme ça. Mais comme il y aura une exposition avant et il y aura une exposition après, c'est des moments de respiration parce qu'on a des moments on a des besoins de moments de respiration. Donc voilà, c'est des choses. Il y a l'histoire de trouver les endroits et il y a l'histoire de faire un parcours. On va voir, je crois, un peu plus loin, j'ai mis une carte, comment on crée le parcours. Voilà. Donc, la carte, ça, c'est la carte de Baden. Je crois que la carte juste avant est l'Agassi, où on crée aussi le parcours. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'Agassi, c'est le village, hein. On a quelques, un parcours qui est créé comme ça, où on localise les expositions. Et puis, quand on passe à Baden, donc avec les mêmes expositions, on a une ville qui est complètement différente. On a une partie ville, une partie plus jardin. Sur la carte, on voit la partie qui s'appelle la numéro 3, c'est là l'orangerie, la photo qu'on a vue avant. Et vous voyez, au milieu du jardin, on sent des endroits un petit peu plantés, un petit peu jolis, où il n'y a aucune photo. Parce que chaque post-it jaune, c'est Ça une correspond à un exposition. expo. Oui. Voilà. Donc, il y a des endroits où il n'y a rien et où les gens, eh ben, ils apprécient les roses du jardin, c'est tout. Et après, ils continuent le chemin et ils vont retrouver une autre exposition. Mais Alors, donc, je vois des croix rouges là, c'est alors, des endroits il y qui a ont. aussi autre chose. Voilà, quand on accroche en extérieur, quand on accroche notamment dans les jardins, vous voyez les croix rouges, elles vont que dans des endroits qui sont des endroits de jardin, Ouais, ouais, ouais. parce que les gens marchent dans l'herbe et donc les gens bousillent l'herbe. Donc, Ah, on lui laisse 1 an de répit. Et l'année prochaine, on pourra revenir là où il y avait les croix parce que l'herbe aura repoussé. Donc, il faut comment faire aussi qu'on la respecte culture, en ça. fait. On laisse un terrain se reposer pour un an Voilà, pour le cultiver voilà, ensuite l'année d'après. voilà. Très Parce que bien. le piétinement sur l'herbe, Ouais. parfois, ça crée des dégâts. Donc, il faut lui laisser un petit peu de temps pour se refaire une santé à l'herbe. Et après, voilà. Alors justement, et, selon vous, il y a les mêmes rapports à la photo quand on se promène pieds nus dans l'herbe dans une belle journée d'été et on se prend plaisir à voir une expo, mais à l'air ouverte avec tous les stimulations aussi qu'il y a, les sollicitations auditives, au visuel qu'il y a autour. Est-ce qu'on arrive à apprécier au même niveau que si on était dans une galerie face à un mur blanc et oh, c'est pas ça votre propos. Par là, je vais vous demander, vous n'avez pas peur que les gens ils soient un peu trop distraits en regardant la photo, l'œuvre d'un auteur, c'est quoi votre idée là-dessus? Alors, euh, en fait, il y a, on verra un petit peu dans les photos qui vont défiler, mais il y a plusieurs choses. C'est vrai que, alors ça par exemple, c'est typiquement, là c'est l'espace très très ingrat où on nous dit il faut mettre quelque chose là, qu'est-ce qu'on met? Donc ce sont des espaces très laids et comment on imagine
qu'on peut créer quelque chose sans gêner les gens qui habitent derrière et donc bloquer les fenêtres, sans, enfin voilà. Donc là, typiquement, celle d'après, on construit un dispositif pour qu'on puisse mettre des choses comme ça qui vont créer un autre univers. Le travail de Danila Tchetchenko, je pense. Oui, c'est ça, exactement, et qui vont matcher avec l'architecture. Hein, on est quand même sur des 2,50 m de haut ou 3 mètres de haut, donc c'est pas trop bas, mais en même temps, le fait qu'il y ait ces espèces de grands murs très ingrats tout autour ne sont pas forcément contradictoires ou ne gênent pas forcément la photographie. On peut pas mettre tout ce qu'on veut ici. Il faut choisir des choses qui vont pouvoir marcher, mais en plus, il faut les scénographier de telle sorte qu'elles marchent. Ouais. Mais ça, ce travail marche très bien. Et puis les lieux, quand même, ça rassemble un peu une galerie parce que sur trois côtés sur 4, il est fermé. Donc, c'est comme si on rentrait dans un lieu un peu clos. Mais non, je me demande, quand on a des grands espaces comme l'orangerie que vous avez montré tout à l'heure, vous n'avez pas peur du danger de la dispersion de l'attention? C'est ça qui est… Alors, il faut regrouper. Enfin, après, ça, c'est des choses, effectivement, on voit parfois des photos où on a un peu 3-4 photos un peu perdues au milieu de nulle part. On se dit, ça fait décoratif, mais ça raconte pas vraiment quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il faut travailler quand même une espèce de mise. Voyager en Amérique latine ou voilà, c'est des choses comme ça. Ça, c'est une autre chose où voilà, je débarque dans un jardin, vous allez voir le jardin après ce qu'on en a fait. Donc ça, c'est le travail, ça, c'est l'équipe autrichienne avec le directeur. Au milieu, sous la capuche, le directeur technique, et voilà. Et le responsable des jardins qui est là et qui veille aussi à ce que les troncs d'arbres, les herbes, Absolument. etc., ce qu'on respecte tout ça. Donc, l'hiver, c'est un petit peu comme ça. Et là, quand on arrive là, on se dit, bon, où est-ce qu'on met les photos? Donc, il faut choisir les espaces. Après, donc moi, quand je suis arrivée à Baden, après, j'ai fait récupérer. Je leur ai dit, il faut qu'on ait des vues aériennes avec les arbres, il faut qu'on ait les cadastres, etc. Et ensuite, on travaille sur plan pour maqueter les choses parce qu'après, il faut qu'on donne à des équipes d'accrochage des instructions. Ils vont louer des gros matériels, ils vont prendre des journées de travail. On ne peut pas être là en disant il me faut un trou là, un trou là. C'est des choses qui ont… En plus, on est dans l'espace public, donc il y a des grosses consignes de sécurité. Il y a enfin beaucoup de facteurs comme ça qu'il faut qu'on n'accroche pas un truc en 2 minutes. C'est beaucoup il y a les commandes de matériel, de poteaux, de leurs dimensions pour les poids au vent, mais les poids aussi, j'allais dire aux enfants qui vont les escalader, enfin beaucoup de choses de sécurité comme ça. L'espace public, c'est pas seulement l'extérieur en fait accroché dans une ville, c'est accroché aussi en extérieur, alors pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de respect des habitants et de respect des photographies. Voilà, donc là, c'est cette année, mais on finit comme ça les autres années. Cette année, on a travaillé directement comme ça avec Baden, c'est-à-dire là, vous voyez, c'est un écran Zoom derrière. Donc, avec la pandémie, mais c'est aussi ça mon travail, c'est le travail des équipes, c'est de savoir s'adapter aux contraintes. Donc cette année, voilà, ça a pu marcher comme ça parce que c'était la 4e année, donc on a pu travailler en Zoom. Voilà, et donc on positionne les photographies avec leurs dimensions, leurs mesures, et ce qui va permettre après au directeur technique de commander le nombre de poteaux, de donner des consignes très strictes aux gars qui sont là et qui disent je le plante où mon trou et je la mets où ma pelleteuse. Et il ne s'agit pas de réfléchir. On n'est pas comme dans un musée où on peut mettre au bas de la simèse, aligner ses photos, puis finalement intervertir des choses. Non, on est avec des grosses équipes de chantier et on intervertit difficilement au dernier moment. 2 choses équivalentes, mais vraiment, c'est des choses qui se préparent très en amont. En tout cas, en fait, ma question, c'était parce qu'au-delà de la pandémie qui a un peu accéléré les processus, mais j'ai un peu l'impression que ces derniers 5 ans, il y a une affirmation de cette tendance d'avoir des festivals qui font de la photo à l'air ouverte.
Je pense, je pense à Deauville, par exemple, en France, le festival Planche Contact. Je pense à Image VV en Suisse et beaucoup d'autres qui sont en train de s'affirmer, de prendre pied. Donc, c'est une vraie tendance, celle d'investir la ville ou les villages avec des œuvres photographiques. Et, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelque chose qui va rester quand même au-delà de la contingence historique avec la pandémie. Disons que ça arrange tout le monde de pouvoir inaugurer un festival qu'on est sûr qu'il ne va pas fermer parce que c'est tout à l'air ouverte. Ou c'est quelque chose qui va vraiment qui va rester comme Moi, je pense que les hybridations avec les territoires, d'abord, il y a plein de choses. Il y a, il y a le volet politique de la démocratisation de la culture. Il y a qui est dans l'air du temps, enfin voilà, qui sont des sujets dont on parle. Il y a, voilà, ça c'est une autre façon de scénographier. Il y a donc ça. Ensuite, il y a le dialogue avec l'espace de monstration qui fait que effectivement, c'est des thématiques aussi sur lesquelles on s'interroge, hein, sur les identités des territoires, sur les réinvestissements des lieux. Il n'y a pas qu'en photographie, je veux dire, quand on va réinvestir, je sais pas, des lieux qui étaient des usines, on les transforme en centres d'art. Quand on va, donc il y a déjà quelque chose dans l'air du temps de faire, de mixer tout ça. Et ensuite, il y a les techniques de monstration de la photographie, enfin d'impression. Hein. On peut tirer des choses plus grandes, on a différents supports. Il y a de beaucoup de grande choses comme qualité aussi. voilà, il y a des choses comme ça qui, il y a 20 ans encore, n'existaient pas tellement. Il y a aussi le rapport au numérique qui fait que la photographie, c'est devenu des fichiers qu'on se partage, qu'on met là, qu'on s'échange, qu'on envoie à travers le monde. Donc, on a un rapport différent au tirage, ce qui ne veut pas dire que on ne revient pas sur du vintage, du tirage de très haute qualité, du tirage argentique, enfin des choses comme ça aussi ailleurs. Mais c'est certain que le sujet d'accrocher autrement, de faire dialoguer avec l'architecture, avec le jardin, de démocratiser la culture, tout ça, ce sont des débats hors photographie, ce sont des débats généraux sur la culture et qui touchent aussi la photographie. Et puis, bien sûr, aussi toutes les innovations techniques qui font qu'on peut maintenant faire des choses comme ça beaucoup plus qualitatives sur différents supports avec de la photographie. Et en même temps, j'imagine qu'il y a aussi un souci. Je veux dire, quand vous avez à disposition un travail politique, militant, sous l'affirmation des droits de LGTB, où le mettre dans un village. Enfin, il faut aussi réfléchir à l'aspect politique Tout à de. fait. Alors justement, là, si on part par exemple, là, on a un cas concret. L'Agassi, quand on a fait le spécial Afrique, c'était la 14e édition. On est quand même en France où on a quand même une relation aussi à la photographie africaine. Voilà, à l'Afrique en général et plus intime, plus connue, plus voilà. Et arrive l'Autriche, c'est-à-dire arrive cette ville d'Autriche, le directeur du festival, qui est un éditeur, qui est au départ un photographe autrichien, un photographe, puis un éditeur de livres de photographie qui s'appelle Lois Lammer-Huber, qui ramène son maire en disant, voilà, et lui, la première fois qu'il découvre l'Agassi, les deux, la première fois qu'il découvre l'Agassi, c'est à l'occasion du spécial Afrique, où il y a donc une 15-20 photographes africains exposés à l'Agassi dans le village breton. Comme je répète, à l'Agassi, c'est le 14e édition. Ça veut dire qu'avant, on a fait le spécial Brésil, le spécial Japon, le spécial Italie, le spécial Allemagne, le spécial États-Unis, enfin, etc., etc. Donc, voilà, il y a le spécial Afrique et eux découvrent ça. Et à ce moment-là, on est donc en 2017. L'Autriche était ce qu'elle était en 2017, voilà. Et à ce moment-là, ils ont envie de dire, ben nous, on veut montrer ça dans notre ville, on veut faire ça. C'est-à-dire que c'est un geste à la fois artistique, juste pour être clair, vous parlez de la situation politique, enfin, à ce moment-là, en Autriche, il y avait un gouvernement de droite, voire extrême droite, si je me souviens bien. Oui.
voilà, d'accord, oui, donc un petit problème, un petit souci du moins. Donc, c'est quand même un geste extrêmement fort. Bien Et sûr. moi, je suis arrivée dans cette ville d'Autriche en disant, voilà, on va, puisque c'était ma mission, hein, c'est eux qui ont été demandeurs, hein, c'est la ville de Baden qui était demandeuse, Bien sûr. et qui arrive avec ça. Et donc, on m'a posé énormément de questions sur, mais pourquoi l'Afrique? Évidemment, cette question-là n'arrive pas quand vous êtes à votre 14e édition en France. Là, c'était la première. Et en plus, c'était dans ce contexte-là. Donc, c'était un moment quand même très, très fort. Et c'est là que l'accrochage dans l'espace public prend une force politique sur ce qu'on y montre. Quand on est dans l'espace public, ça veut dire qu'il faut que ce soit souhaité par la mairie. Donc là, on était donc dans l'image d'avant, on est à l'Agacie, l'année de la 10e édition. Voilà, pour présenter ce nouveau lieu qu'on avait qui s'appelle le garage à l'Agacie, pour ceux qui connaissent, pour les auditeurs qui nous suivent et qui connaissent l'Agacie. Et donc, dans ce garage, en 2017, on présentait ici Omar Victor Diop pour rentrer dans des exemples un peu concrets de ce que je veux dire. Donc, ce garage, il est en deux grandes parties, hein. Il y a une première partie à l'avant où on montrait, donc en 2017, deux photographes contemporains vivants à la salle avant et des patrimoniaux africains, donc Malik Sidibé, Seydou Keïta, Mama Kassé et Oumarli dans la deuxième salle, donc du noir et blanc. Et là, dans cette première salle, on avait ça. Et on avait ce travail de Diop qui était présenté comme ça. Et voilà, je pense qu'on a une autre image où on le montre, et, voilà, ou comme ça, donc avec une série, comme c'est un espèce de patchwork avec 6 photographes dans un même lieu, avec cet accrochage-là. Et voilà, quand on arrive à Baden, moi, où j'ai proposé de le mettre et ce qu'on en a fait. Donc là, on voit une adaptation par rapport à la scénographie de la fois d'avant, de l'année d'avant, à Baden, où on était en 10 panneaux individuels. Et là, j'ai fait mettre une grande frise comme ça, qui a couvert tout un étage, sur une place extrêmement centrale et Visible, forte, et très très forte de Baden. C'est le Green Market, c'est une salle qui est vraiment, une salle qui est vraiment au carrefour entre la partie jardin et la partie ville. C'est une salle où il y a l'office du tourisme, où il y a ici, vous êtes sur le meilleur restaurant de la ville, et où il y a le bâtiment le plus ancien en revers de la ville, qui est du 15e siècle, et où au milieu, il y a le Green Market, c'est-à-dire un marché. Donc, c'est une salle extrêmement passante, extrêmement fréquentée et extrêmement centrale pour l'endroit et patrimonial, puisqu'il y a le bâtiment le plus ancien de la ville, et d'art de vivre, etc., avec le meilleur restaurant de la ville, et le marché, et l'office du tourisme. C'est vous dire que ça coche toutes les cases d'une place importante. Et donc, j'ai proposé de mettre Diop sur cette place-là. Il a fait le tour de la place au maire, en me disant, bon, voilà, c'est quand même un statement audacieux pour le maire de valider ce positionnement-là. Et il a accepté. La preuve, c'est que ça a été accroché comme ça. J'avais une solution de repli, hein, parce qu'on peut comprendre qu'un maire n'ait pas envie d'avoir des réactions de ses administrés. Il n'est pas là non plus pour... il peut être là pour avoir envie de faire bouger les lignes et d'ouvrir les esprits, mais pas non plus d'obliger les gens à vivre avec des choses auxquelles ils n'ont pas envie. Et voilà. Et donc, c'est voilà, c'est la façade au-dessus du restaurant. Donc là, c'est pareil. Comme j'avais une place carrée, j'ai choisi de mettre sur le premier étage des grandes bandes qui couvraient pour faire… Cette place, elle est beaucoup plus… Elle n'est pas comme le garage où on est dans un lieu où il n'y a rien au milieu. Là, il se passe plein de choses au milieu. En même temps, c'est un vrai lieu de vie. C'est un vrai lieu de passage. C'est un lieu central où tout se mélange. Mais il fallait faire un accrochage très clean, très propre, très linéaire. Donc, j'ai proposé cet accrochage sur tous les premiers étages qui fait le tour, et du coup de créer une espèce de grande séquence comme ça qui couvre tout, mur, fenêtre et tout. Et donc en changeant un petit peu l'accrochage, puisque dans mon cahier des charges, je réutilise au maximum les panneaux de l'Agacie, mais parfois je les réutilise pas, je change un petit peu la scénographie pour en fait être au plus près du propos, pour en fait redire quelque chose. Voilà. Donc, c'est une espèce de mix. C'est comme la traduction. Si on fait la traduction Google Trad, des fois, en fait, ça crée des fausses
interprétation. Et des fois, il vaut mieux changer un mot. Et en fait, on est au plus vrai, au plus juste. Donc là, c'était un petit peu l'idée de faire ça. Au plus juste, à deux sujets. Au plus juste par rapport à l'éditorialisation d'Agassi, qui choisit de faire un spécial Afrique, de programmer Omar Victor Diop, etc. Donc d'être fidèle à la curation de l'Agassi, mais aussi au plus juste de la ville qui accueille et qui a un discours à délivrer en choisissant d'accueillir le festival dans cette ville. Donc, c'est au plus juste de deux interlocuteurs. C'est la synthèse de ça, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est… Voilà. Et je crois qu'il j'ai mis une photo aussi où on voit le restaurant le soir, voilà, qui est allumé. Donc, on bénéficie des lumières. Bon, là, c'est les tentes, c'est le week-end du vernissage, donc il y a des tentes blanches qui sont mises, mais sinon, les tentes ne sont pas là. Donc, toute cette frise est joliment éclairée, sans les tentes en plus qui la cachent. Donc, ça donne quelque chose de joli le jour, la nuit, enfin, etc. Les gens vivent, les habitants, les visiteurs, certes, qui peut-être viennent au restaurant et n'ont pas du tout envie de voir des photographies quand ils vont au restaurant. Hein, voilà, on impose aussi des choses. Mais donc, certes, les visiteurs, mais il y a aussi les habitants. Il y a aussi les habitants qui vont vivre pendant 4 mois avec les photographies. Voilà, c'est ça, je voulais vous demander les temps d'exposition, c'est 4 mois quand même. 4 mois pleins. Ah oui, c'est quand même, oui, une fois qu'il est Voilà. là, il est là pour Voilà. un tiers de l'année en fait. Voilà. Ce lieu-là, évidemment, est resté. Après, hein, la première année, il a fallu trouver des lieux et certains lieux sont restés et sont des lieux de rendez-vous où ensuite on trouve une autre exposition. On a trouvé des choses très différentes les autres années. Mais après, voilà, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais comment un même lieu, un même accrochage, une même scénographie peut prendre des interprétations différentes. Il y a d'autres photos où je montre ça enfin, sur d'autres endroits voilà, pour illustrer ça, comment un lieu peut être pris pour des valeurs différentes. L'heure tourne trop vite. L'heure tourne vraiment trop vite. Je voulais donner quand même un petit peu la parole à des questions qui ont été faites. Alors, d'abord, il y a une question c'est un auditeur qui vous demande quel est le nom de la mission où les photographes sont des chercheurs. Donc, j'imagine que c'est la mission… L'inventaire général. Pardon? L'inventaire général, ça s'appelle. Inventaire général, d'accord. Voilà, des monuments et des richesses artistiques de la France. Dans le sous-titre, il y a de la petite cuillère à la cathédrale. C'est ça, les monuments et richesses artistiques de la France. De la petite cuillère à la cathédrale, voilà. Ah ben c'est très joliment dit pour vraiment, c'est du Malraux, hein, c'est pas… Et bon, il y a une question plus générale, un auditeur qui vous demande quel est votre rapport à la photographie aujourd'hui. Bah, je pense que vous voulez répondre, c'est beaucoup de rapports en fait pour vous à la photo. C'est énormément de chances de parler avec la photo, d'écrire avec la photo, de faire parler la photo avec d'autres… Pour moi, la photographie est un langage, c'est un langage de connaissance et d'exploration et d'expression, les trois choses du monde. Du monde, ça veut dire aussi de notre rapport au monde sauvage, au monde construit, bâti, à nos contemporains, etc. Voilà, au monde dans toutes ces dimensions-là. Et donc, voilà. Et la pratique de la photographie, pour moi, c'est regarder le monde, c'est le connaître, c'est le fouler dans les jambes, le prendre dans les jambes, dans les yeux, dans le froid, dans tout ce que, voilà, tout ce contact avec les photographes dont je parlais. Et c'est restituer ça dans une image. Et c'est un langage. Et donc, comme le langage articulé est fait de mots qu'on assemble, qui font des phrases, et puis des phrases font une histoire, ou font un haïku, ou voilà, vont travailler ou sur une narration, ou sur une psychologie, ou sur un document, ou sur une force poétique, ou sur un rythme. Il y a tout ça dans comment on agence des phrases. Ben, il y a un peu la même chose dans comment on agence des photographies, comment on agence des images. Voilà. Eh ben, on va en rester là avec cette superbe image de description de la photographie et de votre rapport à la photographie. Florence Drouet, je vous remercie énormément pour avoir participé à cette conversation sur la photographie et je vous souhaite un très bon travail à venir pour le futur, pour tous vos projets. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Stéphano, et puis j'espère qu'un jour on fera quelque chose ensemble, parce que c'est ce qui m'intéresse. Avec beaucoup de plaisir. Au revoir Voilà. à tout le monde et à bientôt.